Une coalition occidentale qui arme, renseigne et appuie une rébellion douteuse pour dynamiter un régime dictatorial pour installer un chaos. Ce scénario planifié, exécuté en 2011 en Libye de Kadhafi, est-il en train de se répéter en Syrie de Bachar el-Assad? C'est la trame du forum de cette semaine au plateau. Pour en débattre, Maître Éric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous revoir. Moi aussi, je suis très heureux de retrouver vos téléspectateurs, fidèles, assidus et toujours aussi fans de vous. Maître Éric Emmanuel Sosa est un avocat international du barreau de Lomé. Avec lui, celui qui ne bouge pas. Sagoyou Kegewe, Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, j'espère que tu es bien revenu du Mali et que tu nous as ramené quelques souvenirs. D'abord, tu as une tenue flamboyante, j'espère que ça ne vient pas du Mali. Il fallait me dire à Annie Sogoma. Donc c'est vrai, c'est l'occasion de dire merci au peuple malien qui a accueilli très favorablement, de façon très enthousiaste, l'arrivée de New World TV à Bamako, lancé jeudi dernier. C'est l'occasion de remercier le peuple africain du Mali. Ouais, je crois qu'ils ne sont pas seuls. Il faut maintenant penser aux autres peuples qui aiment autant New World et installer vos bureaux dans ces pays-là. Parce que tout le monde a soif de la vérité. J'ai appris même un peu de Bambara. Vous répétez après moi, Kabo Farafina, Kana Farafina, Lafia. Ça veut dire quoi? Je ne répète pas si je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Merci en tout cas, Célance, vous êtes ancien ambassadeur, journaliste Syrie 2024 comme la Libye de Kadhafi en 2011, pourrais-je même ajouter, sans exagérer, la Côte d'Ivoire de Gbagbo en 2002. Si vous nous suivez ce dimanche 15 décembre à midi, vous êtes en direct et vous pouvez contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Si c'est indifféré, sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de nous protéger avec votre pouce, un geste simple, likez cette émission. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir de nouvelles vidéos dès que nous les mettons en ligne. Commentez aussi abondamment cette émission. N'oubliez pas de la partager pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse la destruction des régimes. Alors, Maître Éric Emmanuel Sosa, je commence avec vous. Pourquoi a-t-il été si facile de dégager Bachar el-Assad du pouvoir? Pourquoi les islamistes ont eu autant de facilité? Ça s'est passé pratiquement en 2 semaines. Oui, parce que les islamistes ont été bien inspirés de bien s'organiser d'abord, de créer autour d'eux, dans certains fiefs qu'ils ont détenus, à Idlib par exemple, de créer des dynamiques qui leur ont permis de pouvoir rapidement d'abord maîtriser localement les éléments de résistance, y compris de l'armée, qu'ils ont quasiment invisibilisé. Et puis ensuite, quand il s'est agi de mettre en avant une stratégie, ils sont allés tout droit sans hésiter. Et l'armée a été en débandade parce que fatiguée. Il y a eu d'abord ces 13 années de guerre qui ont été suffisamment meurtrières. 500 000 morts, c'est pas uniquement dans les rangs des civils, c'est aussi dans les rangs de l'armée. Il faut se rendre compte que les gens fuyaient la Syrie parce qu'ils avaient peur de l'enrôlement. Ils fuyaient la Syrie parce qu'ils étaient d'abord fatigués par le joug al-Assad, mais surtout, ils étaient complètement démobilisés et démotivés. C'est la raison pour laquelle il a été si facile de prendre Damas et donc le pouvoir. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs hétérogènes qu'on peut associer à cette victoire de blitzkrieg, quasiment, de cette armée, elle aussi hétéroclite, parce que quand même, c'est une coalition de rebelles qui s'est regroupée pour attaquer. Et cette coalition de rebelles a bénéficié, je crois, principalement de la force de l'opportunité militaire. Ils ont su à quel moment attaquer et ils y sont allés, je crois, avec beaucoup de détermination. Vous parlez d'une usure.
à la suite d'une guerre qui a duré plus de 13 ans, mais quand il y a usure, c'est usure dans les deux camps. Non, c'est que les autres, ils ont un but. Leur but, c'est le pouvoir. Et quand on veut quelque chose avec acharnement, on obtient toujours. C'est la ténacité qui a payé l'opiniâtreté d'une armée et surtout d'une opposition. Il faut savoir que, en fait, il y a beaucoup de choses qui séparent ces rebelles et qui peuvent également séparer la société syrienne, qui est loin d'être une société homogène, mais il y a une chose qui les cimente, c'est la haine d'Al-Assad. C'est la haine du baasisme, parce qu'ils étaient fatigués par ce régime qui a duré 50 ans, de père en fils, et qui, pendant longtemps, a quand même fait régner la logique d'une minorité sur plusieurs minorités formant en fait, par sédimentation, la majorité des Syriens. Donc, je crois que cet aspect-là des choses ethnographiques est à prendre en compte dans les éléments politiques qui vont, après, on va dire, déterminer la donne après la chute de Bachar el-Assad. Excellence Sagoyou Kegewe, qu'est-ce qui s'est passé avec Bachar el-Assad? Oui, je voudrais d'abord dire un mot sur la minorité qui dirigeait la Syrie. J'espère que mon confrère connaît l'origine de cette minorité. C'est une fabrication de la colonisation française. C'est les Français qui ont mis les Alaouites à la tête des autres Syriens pour scier sur leur tête. C'est les Français qui ont organisé. Donc il faut lire l'histoire de comment cette minorité est arrivée au pouvoir avant aujourd'hui de la vilipender, même si aujourd'hui on voit les médias français qui jouent aux innocents, qui jouent aux justiciers, qui jouent aux démocrates, qui jouent aux redresseurs de tort. On critique, on dit on a libéré des prisonniers. On libère des prisonniers et comme il n'y avait pas grand-chose à montrer sur ces prisonniers, on fabrique des prisonniers, on fait des mises en scène des gens qui sont censés être en prison depuis combien d'années et quand on le sort, Gilles, il est plus rondouillard que toi. Si tu fais des années en prison, tu ne seras pas comme ça. Donc bref, c'est pour dire que cette pagaille est organisée depuis le temps colonial. Comme cela se passe dans nos propres pays, on vous met comment on dit ça, on vous met des bombes sous les pieds depuis le temps colonial et les bombes là un jour elles commencent à exploser une à une. Pour revenir au problème lui-même, pourquoi Assad est tombé si facilement? Mais Assad ne serait jamais tombé si facilement s'il était question de quelques djihadistes qui viennent attaquer son pays. Assad s'est retrouvé en guerre, s'il voulait se battre en guerre contre Israël, en guerre contre la Turquie, ce qui est inconcevable. La Turquie qui joue au grand défenseur des musulmans, contre la Turquie, en guerre contre l'OTAN, en guerre contre tous les autres pays arabes à côté qui tremblent devant Israël. Moi, je crois que Assad s'est dit, c'est pas la peine encore de faire massacrer des Syriens. Comme il a dit, la guerre dure depuis longtemps. Donc on va tuer. C'est pas la peine de faire massacrer encore les Syriens. Je m'en vais. S'il ne tient qu'à mon départ pour que la Syrie soit heureuse, je m'en vais. Mais ce que les autres ont calculé, les otaniens que tu connais ont calculé, ils ont cru que Assad va s'engager dans une longue guerre, que Poutine viendra à son secours et Poutine va réduire ses forces en Ukraine, on va le distraire, mais on ne peut pas distraire Poutine. Poutine, ce n'est pas un danseur de cabaret comme l'autre de Kiev. Non, vous ne pouvez pas le distraire. Poutine a des objectifs qu'il s'est fixés et il doit les mener jusqu'au bout. Donc Poutine aussi, naturellement, a certainement encouragé Assad à les laisser dans leur pagaille. Et il a pris Assad, il l'a sauvé, il l'a amené chez lui. Maintenant, Assad est vivant. Ce n'est pas comme en Libye où on a tué Kadhafi. Tant que Assad est vivant, quelle que soit la personne assise à Damas comme dirigeant, mais elle ne va pas avoir le sommet tranquille. Parce que les Assad, vous l'avez dit, ils sont là depuis 50 ans. Mais depuis 50 ans, ils ne sont pas bêtes. Ils se sont préparés en beaucoup de choses et ils ont les moyens. Et aujourd'hui, on sait que c'est avec l'argent qu'on fout le bordel partout. Donc bref, le régime d'Assad est tombé facilement, comme on dit, entre griffes. Ce n'est pas les terroristes, comme on le dit, qui ont chassé Assad, mais c'est une coalition d'États dirigée par l'OTAN qui a mis Assad dehors. Ouais, maître Maître Emmanuel Sosa, mais
Qu'est-ce que c'est que cette coalition bizarre, cette association de crapauds, de vipères, de rhinocéros? Comment comprendre qu'Israël puisse appuyer des islamistes radicaux pour aller déstabiliser un État? Écoutez, c'est une simplification de tout le schéma géopolitique qui se présente devant nous, que de dire que, bon, c'est vrai, c'est des mariages de carpes et de lapins, de rhinocéros avec des serpents, on est d'accord avec tout ça. Mais on l'a vu ailleurs aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait, parmi tous ces rebelles, opposants, militants, islamistes, djihadistes, quelque chose qui était le dénominateur commun. Assad doit partir. Pourquoi Assad doit partir? Parce qu'à un moment donné, ce régime n'avait plus aucune légitimité et ils l'ont attaqué. Écoutez, de la même façon, on a parlé des printemps arabes. L'Égypte, au même moment que la Libye, au même moment, ont vécu les mêmes soubresauts démocratiques. Et la Syrie aussi. Quelle a été la réaction d'Assad? Il a maté avec plus de férocité que tout le monde la rébellion, mais en plus, pas que la rébellion. L'opposition politique interne, il a été sans pitié avec. Donc ce genre de comportement ne fait que renforcer finalement la haine des uns et des autres contre lui. Et aujourd'hui, son régime devient indéfendable parce qu'il a commis des atrocités. 500 000 morts, je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore une estimation à minima. Il y en a beaucoup d'autres. Donc si vous comptez tous les déplacés, les réfugiés, etc., et dans un Orient complexe où vous avez finalement un régime qui ne sait plus compter aucun allié dans son entourage immédiat. Il est voisin de la Turquie, qui aide des rebelles contre lui. Il est voisin de l'Irak, avec lequel il est impossible de s'entendre. Il est voisin de la Jordanie, qui littéralement le repousse. Finalement, vous ne pouvez pas gagner contre tout le monde. Quand vous avez des voisins qui sont vos ennemis, vous êtes fragilisés. Et je pense que tous ces facteurs-là ont concouru à ce que ce régime soit fragilisé. Mais quand vous avez dit, Excellence, qu'il est parti pour épargner des vies, mais il aurait pu le faire beaucoup plus tôt. Il aurait pu le faire il y a 13 ans, ça aurait été salutaire, ça aurait été un grand geste patriotique. Mais il attend 13 ans, après avoir épuisé la nation, pour dire, bon, maintenant que je vous ai assez fatigué, je vais partir pour vous épargner. Non. Il va être difficile de recomposer le passé. Mais excellent, moi je voudrais comprendre ce qui est le dénominateur commun de tous ceux qui sont intervenus là-bas en Syrie. On sait que les Turcs étaient à Dia avec les Israéliens dans la guerre de Gaza, le massacre de Gaza. On sait que Israël et les Palestiniens, bon, là où il y a les musulmans, ça ne colle pas. Mais comment se fait-il que Turcs, Israéliens et islamistes radicaux se sont alliés pour aller défier Assad? Non, tu sais, Maître Sosa a parlé. Quand je l'écoutais parler, c'est comme j'écoutais les médias que tu connais. Ah, il est sanguinaire, il a tué, c'est un régime indéfendable. C'est Kadhafi, ça. Tu connais la chanson, non? Ça, c'est aussi l'autre Saddam Hussein. Ah, indéfendable, c'est un dictateur. Quand ces médias déclarent que quelqu'un est dictateur, c'est que ce type, un, il aime son pays. Deux, il veut que les richesses de son pays profitent à son peuple. Il est dictateur. Donc, je ne vais pas embaucher les mêmes trompettes pour décrire quelqu'un. Assad, on dit, il a maté la rébellion. C'est normal. Tu connais un pays où les dirigeants passent la pommade aux rebelles. Et maintenant, c'est Assad qui tue. Et à Gaza, depuis plus d'1 an, on tue les femmes, les enfants, tout. Ça, personne ne dit un mot. C'est quand Assad tue que c'est mauvais. En Ukraine, tu parles de la guerre qui a usé les gens. En Ukraine, on est pratiquement à plus d'1 million de morts. Personne n'en parle. Plus de 4 millions d'Ukrainiens. Nous sommes là pour parler de la Syrie. Oui, non, il faut comparer. Non, pardon, maître, quand vous parlez... Je ne vous ai pas interrompu. Je n'apprécie pas que vous m'associez à des médias que vous désignez à la vindicte populaire. Je ne vous associe pas. Non, je ne vous associe pas. Mais quand vous parliez, je ne suis pas intervenu. Donc... en Ukraine, je disais, il y a plus de 500, officiellement on parle de 500 000 morts en Ukraine. C'est rien, il y a plus, le double. Il y a aussi des Russes qui sont morts. Il y a plus de 4 millions, 5 millions d'Ukrainiens qui sont à l'étranger. Ça, c'est démocratique.
sympa, on n'a pas tué les gens, c'est un garçon gentil à Kiev. C'est seulement Assad qui tue. Quand Assad tue, c'est mauvais parce que lui, c'est un arabe. Mais tu dis comment ces gens se sont retrouvés. Mais Assad tenait la Syrie unie, qu'on le veuille ou non. Quoi qu'on en pense, Assad tenait la Syrie unie. Une union de façade. C'est quoi l'union de façade? Tu connais une union réelle? Tu as vu ce qui se passe aujourd'hui dans vos démocraties de l'autre côté? Est-ce qu'il y a une union réelle? C'est des unions de façade, c'est des arrangements entre copains et coquins dans les assemblées, dans les machins, dans les ceci. Il n'y a rien. Il n'y a pas une union de cœur. Donc, on fait l'union de façade pour sauver ce qui peut être sauvé. Donc, Assad a tenu la Syrie unie. On peut lui reprocher ceci, on peut lui reprocher cela, c'est normal. Dites-moi quel dirigeant est un saint? Est-ce qu'il y en a? Il y a des dirigeants qui sont des saints. Maintenant, on nous sort le même langage, les mêmes méthodes avec lesquelles on a détruit l'Irak, les mêmes méthodes avec lesquelles on a détruit la Libye, les mêmes méthodes avec lesquelles on a voulu détruire l'Afghanistan, qui heureusement est un pays qui a résisté triomphalement, et tout le monde savait. Kadhafi même l'avait prédit, qu'après, on va s'en prendre à la Syrie. On s'en est pris à la Syrie. Tous les autres pays autour qui font la danse du ventre, ah, ça c'était un méchant, il est parti. Israël va les prendre un à un. Il va prendre le Liban, il va prendre la Jordanie, même la Turquie n'est pas à l'abri. Ils auraient mieux fait de s'entendre contre leur ennemi commun plutôt que d'aller aider l'ennemi commun à défaire choses. Comment vous croyez que parce que Assad était un dictateur, donc on peut amener un terroriste dont la tête avait été mise à prix. Elle est encore, aux États-Unis, la tête de Joulani ou de machin, elle est encore mise à prix à 10 millions de dollars, pas de CFA. Donc Assad, vous croyez que est pire qu'un terroriste dont la tête avait été mise à prix? On le prend, on l'amène au pouvoir, on l'assied là-bas et il joue. Mais comment toi, Joulani, tu dis que tu es venu sauver la Syrie et devant toi, à ton nez et à ta barbe, Israël vient détruire toutes les armes de la Syrie, tous les bateaux de guerre, tous les dépôts de missiles, et puis tu es assis sur quoi si tu n'as pas d'armes? On voit que tu n'es qu'un petit larbin, un petit mercenaire d'Israël. J'ai rien contre Israël. Mais ce n'est pas la peine de jouer au héros. Et ce qui s'est passé, il est dit, on connaît que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il a triomphé de quoi? Bachar a refusé leur piège de se battre. Il a triomphé de quoi? C'est juste pour devenir esclave d'Israël. C'est juste pour vendre les Arabes aux Israéliens. Mais tant mieux si les Arabes aussi, s'ils sont comme les Noirs, ils aiment être esclaves. Mais ils ont trouvé leur maître Israël qui va les soumettre en esclavage. Tout comme ici, chez nous les Noirs, il y a des soi-disant présidents démocratiquement élus qui n'ont de cesse que de vouloir vendre la souveraineté et la liberté des Noirs à certaines puissances coloniales insatiables qui veulent toujours s'empiffrer sur le dos des Noirs. Ouais. Maître Sosa, est-ce que les islamistes radicaux qui sont au pouvoir maintenant en Syrie vont-ils faire mieux que Bachar el-Assad? Non mais attendez, après la diatribe de M. Segoulou, je pense qu'il faut recadrer un tout petit peu les choses. Écoutez, qui ne me soit pas fait procès de... disons, m'en prendre à Assad parce que il serait défenseur de je ne sais quelle souveraineté, parce que il serait meilleur que je ne sais pas qui a pris le pouvoir et dont la tête serait mise à prix. Non. Écoutez, Assad est tombé et son régime est tombé parce que à un moment donné, il y a une supériorité militaire, quel que soit par ailleurs ce qu'on pense du chef qui a pris le pouvoir aujourd'hui à Damas. Je ne suis pas personnellement plus satisfait que les Syriens de voir que Assad est tombé. Regardez la liesse populaire qu'il y a eu dans les rues de Damas, d'Alep, etc. Ils étaient très heureux. Oh, attendez. On l'a vu en Libye. On l'a vu partout. Oui, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Niger, on le voit tout le temps. Donc, quand, écoutez, un peuple fatigué par un régime que ça vous plaise ou non, était sanguinaire. Quand ce régime tombe, le peuple est heureux, permettez que les autres se réjouissent avec le peuple syrien. Maintenant, s'ils veulent aller de Caribe en Silla,
S'ils veulent vendre leurs sorciers ou leurs voleurs pour prendre un sorcier, c'est leur problème, c'est le problème du peuple. Mais laissez le peuple syrien au moins savourer le moment de la chute. Justement, mais est-ce qu'il y a quelque chose à savourer là quand on connaît le passé de ces islamistes radicaux, dont certains sont connus comme étant des terroristes patentés? Bon, maintenant, attendez. On n'a pas dit, c'est précisément le thème de votre émission. On n'a pas dit que ce qui va arriver au pouvoir après Assad sera nécessairement plus rose et nécessairement, paré de toutes les vertus. Personne n'a dit ça, parce que ces gens, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir aussi en tuant. Ils sont arrivés au pouvoir en massacrant. Ils avaient en face d'eux des Syriens aussi à qui ils ont fait la guerre. Donc ça, c'est le produit de toutes les guerres. À un moment donné, y a-t-il matière à jubiler alors? Non mais attendez. Le pouvoir est un butin de guerre qu'ils ont pris. Maintenant, ce qu'ils vont en faire, bien malin qui va pouvoir le dire, et faire le parallèle avec la Libye, on est des pythonistes, ça pas cher, parce que bon, effectivement, tout le monde sait, quand on voit l'architecture de cette coalition, on sait que ça ne tiendra pas. On souhaite que, au moins, les Syriens tirent exemple et leçon de ce qui s'est passé à côté d'eux, aussi bien en Libye qu'en Égypte, pour que de leur malheur sorte quelque chose. On dit parfois, il faut parfois un grand mal pour un plus grand bien. Et le grand mal, aujourd'hui, c'est la chute de Assad. Et le plus grand bien, on attend que, justement, le pays lui-même, par son génie propre, génère un pouvoir qui préserve les droits du peuple syrien et le bonheur des Syriens. Mais vous pensez que les islamistes radicaux vont préserver le bien et les droits de l'homme du peuple syrien? Mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas saluer la victoire des djihadistes en Afghanistan et dire que quand ils prennent le pouvoir en Syrie, ce serait une calamité. S'ils prennent le pouvoir en Syrie, en Afghanistan, en boutant hors du pouvoir des gens qui sont favorables ou au moins auxquels l'Occident est favorable, souhaitons qu'il en soit autant, et de même à Damas. Excellence. Est-ce que la chute de Assad peut être considérée comme un échec personnel de Vladimir Poutine, qui portait à bout ce régime syrien? Vladimir Poutine n'a pas pour vocation de sauver tous les pouvoirs du monde. Il fait ce qu'il peut au moment où il faut. Vladimir Poutine aurait pu continuer à maintenir Assad au pouvoir. Mais je crois qu'on est arrivé à un niveau où on a dit, bon, laissez-les faire, on va voir. Vous parlez de si les islamistes ont pris l'Afghanistan. Oui, c'est des Afghans qui se sont battus pour chasser le colon et s'installer. Ici, en Syrie, ce n'est pas des Syriens. Vous avez beau dire ce que vous savez, une coalition, il y a des Turcs, il y a des Français, c'est plein de mercenaires français, de mercenaires occidentaux, il y a des Turcs, il y a des Kurdes, il y a tout le monde. Et après, le spectacle sera exactement ce qu'on a vu en Libye. Chacune des factions essaiera de s'approprier le pouvoir et les conséquences, on les connaît en Libye aujourd'hui. Le seul avantage de cette quête démocratique, c'est qu'en Libye aujourd'hui, on vend les Noirs comme des moutons au marché. C'est la démocratie. Et les gens des pays qui ont contribué à détruire la Russie, la Libye, aujourd'hui exploite et le gaz et le pétrole libyen gratuitement. Et c'est là qu'il faut dire que la Syrie aussi est un pays riche. Il y a le pétrole, il y a le gaz. Donc c'est une assemblée de vautours qui se sont jetés sur la Syrie pour l'exploiter. Non seulement il y a des richesses locales, mais la Syrie est un passage obligé de certains gazoducs pour, disons, renflouer, pour servir l'Europe. Aujourd'hui que l'Europe fait la fine bouche avec le gaz turc, il faut à tout prix chercher un passage pour que le gaz vienne des autres monarchies du Golfe ou ailleurs pour les alimenter.
inventé. Donc la chute de Bachar n'a rien à voir ni avec la démocratie, ni avec les droits de l'homme, ni avec les soi-disant massacres de Bachar. Dans les autres pays, si tu peux massacrer qui tu veux, tant que tu défends les intérêts des gens que nous connaissons, tu es toujours acclamé. Donc il faut laisser de côté c'est les Africains, nous sommes dans l'émotion, il y a celui-ci, il est comme ça. Non, il faut calculer les intérêts. Les gens ont calculé leurs intérêts. Le pétrole, le gaz en Libye est exploité gratuitement par qui, vous savez. Si c'est pas que le maréchal Haftar a tenu un morceau de l'autre côté, mais ils ont tout pris et c'est gratuit. Pourquoi la première ministre italienne, Meloni, s'était attaquée aux Français? Il leur a dit, mais vous êtes allés raser la Libye et voilà les conséquences. Parce que ils savent qu'ils sont allés raser la Libye, non pas pour la démocratie. La preuve, c'est que ce mot a disparu du lexique quand on parle de la Libye aujourd'hui. Donc, c'est pour s'enrichir. La Syrie est tombée. Beaucoup d'autres pays, parce qu'ils sont riches, ils vont tomber. Qui est tombé par la Libye. Assad est tombé, c'est la Syrie qui est tombée. Moi, je pleure la Syrie, pas Assad. Assad, il ne va pas mourir de faim. Mais les Syriens, tu as vu ce que les djihadistes ont déjà tué? Ils tuent. Ils tuent des gens qui sont chez eux. Oui, mais Maître Sosa, pourquoi Poutine n'est pas intervenu cette fois-ci? Est-ce que la chute d'Assad peut être considérée comme un échec personnel? Je ne vois pas en quoi ce serait un échec personnel, parce que Poutine a supporté Assad comme beaucoup d'autres. Je ne vois pas en quoi le soutien de Poutine serait considéré comme prééminent dans les C'est un allié qui tombe. Oui, mais écoutez, Poutine a, on va dire, d'autres chats à fouetter. Actuellement, il est préoccupé par, la géopolitique de la Russie, la nouvelle géopolitique de la Russie. Il y a une nouvelle donne politique aux États-Unis qui va nécessairement entraîner un repositionnement de la Russie par rapport aux problèmes ukrainiens. Donc, je crois que ces problèmes géopolitiques le préoccupent d'autant que les petits problèmes de Bachar el-Assad n'étaient pas, à mon avis, dans son agenda quotidien depuis quelques semaines. C'est la raison pour laquelle il a lâché du lest. C'est la raison pour laquelle il a dû se dire, écoutez, j'ai assez soutenu, maintenant ça va, il n'a qu'à se débrouiller avec tout ce que je lui ai déjà donné comme soutien. Donc non, c'est pas du tout un échec de Vladimir Poutine, qui a fait ce qu'il a pu à un moment donné, parce qu'on est toujours, vous voyez, je dis, cette chute de Bachar el-Assad va entraîner une redistribution des cartes. Parce que l'Iran va devoir, qu'on le veuille ou non, reconsidérer sa position dans la zone. La Turquie aussi, parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir, certes, une partie lui est favorable, mais pas tous. Donc, il va falloir que la Turquie révise aussi son positionnement dans la zone. L'Irak, voisine, elle a beaucoup de soucis à se faire. C'est pas aussi facile que ça. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, tout à l'heure, le doyen parlait d'Israël. Vous vous rendez compte, voilà des pays arabes qui, depuis des décennies, depuis quasiment 70 ans, voient Israël affirmer de façon quasi indiscutable une prédominance dans la zone, fait ce qui est appelé par la Cour pénale internationale un génocide à Gaza, sans que personne dans la zone ait les moyens d'aller sauver Gaza, d'aller sauver la Palestine. C'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'ils sont là à se battre entre eux. Israël allume les feux au fur et à mesure qu'il le peut. Et il sait à chaque fois où il faut taper pour que ça marche. Et finalement, à force de les désunir entre eux, aidés par les États-Unis, aidés par l'OTAN, aidés par la France et le Royaume-Uni, on assiste à une déliquescence progressive, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Liban en est l'exemple. Le Liban est un pays de plus en plus vulnérable, parce que le Liban est complètement enchâssé dans la Syrie. Il n'y a que la mer Méditerranée et la Jordanie qui sont les voisins du Liban. Le Liban est un pays aujourd'hui en sursis, en danger permanent, menacé par Israël, et aujourd'hui menacé aussi
par les nouveaux maîtres de Damas. Parce que ce qui se passe en Syrie a nécessairement des répercussions sur le Liban. Voilà un peu ce qui est cet Orient complexe dont parlait un historien et dont parlait De Gaulle entre autres. Mais aujourd'hui, il va falloir que chacun revoie un peu sa copie. Ça va pas être facile. Vladimir Poutine, il a, à mon avis, plus urgent à traiter que la Syrie. Mais la situation ressemble à une belle carte jouée par Israël, parce que dans une certaine mesure, il faut quand même le reconnaître, la chute d'Assad a été rendue possible en partie parce que le Hezbollah, sa capacité de nuisance, de destruction a été réduite par les frappes d'Israël au Liban. C'est exact aussi, c'est un facteur important qu'il faut prendre en considération. Mais à la longue, est-ce que la situation ne va pas se retourner contre Israël dans la mesure où ce sont les islamistes radicaux qui s'installent en Syrie? La Syrie seule ne peut pas faire face à Israël. Non, mais faire ça, mais est-ce qu'on ne va pas constituer d'autres terroristes même les autres, même qui la vont Turquie, déstabiliser justement même la Turquie, ils ne pourront pas faire... Parce que Israël, tu vois, Israël est clair. Ils ne cachent pas leurs intentions, ils veulent former le grand Israël. Ils le disent, les Arabes le savent. Et le grand Israël ne peut être fait qu'avec les terres des Arabes. Mais est-ce que cela a inspiré les Arabes de se dire, entendons-nous pour nous défendre? Non. Aujourd'hui, on va remplacer les dictateurs par les terroristes et les Arabes applaudissent. Tu t'imagines? Et les Arabes applaudissent. Sans savoir qu'après la Syrie, c'est eux. La Syrie, en fait, c'était le verrou. C'était le seul président qui avait des couilles, qui voulait se battre. Ou du moins, qui résistait contre Israël. Aujourd'hui, la voie est ouverte jusqu'à Jeddah, la voie est ouverte jusqu'à Istanbul, la voie est ouverte jusqu'à Amman, en Jordanie. Tout est permis à Israël aujourd'hui. Il faut reconnaître ça. Donc, la Syrie, Bachar al-Assad est parti, sachant qu'on va le pleurer. Comme aujourd'hui, les gens pleurent Kadhafi. Sais-tu que le fils de Kadhafi est aujourd'hui en pole position en cas d'élection en Libye de les gagner? Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre cette famille? Donc, moi, je crois que ceci. Il y a une situation qui est cocasse, qui fait rire. Je dis bien que ce Joulani, sa tête est mise à prix. Et on n'a pas encore annulé la mise à prix aux États-Unis. Imagine, ça avait commencé la même chose avec Ben Laden. On a mis sa tête à prix. On l'a traqué, on l'a tué. Imagine si Ben Laden était vivant aujourd'hui, les Américains et les Israéliens l'auraient coopté, on l'aurait envoyé faire la guerre pour renverser la monarchie saoudienne et il serait acclamé comme un grand démocrate qui veut libérer des peuples sous un régime, disons, monarchique. Tu vois, donc Ben Laden aujourd'hui, c'est dommage, ils doivent regretter de l'avoir tué parce qu'ils n'ont pas su qu'on peut manipuler aussi facilement certains dirigeants arabes. Ils auraient dû le garder en réserve. Aujourd'hui, il leur aurait servi à détruire l'Arabie Saoudite, à détruire le Yémen, à atomiser davantage l'Irak, à passer sous chose la Syrie, n'en parlons plus, la Jordanie. Mais c'est fini. Donc, ils sont en train de chercher d'autres terroristes qu'on va blanchir parce que tu entends les médias ce qu'ils disent. Ah non, que maintenant c'est un terroriste modéré et ami avec l'Occident. Ah voilà. Donc moi, je retire une seule leçon. Tant qu'un pays a des richesses convoitées, il est en danger. On n'a pas besoin que son président soit dictateur ou non. Puisqu'on peut remplacer un dictateur par un terroriste, donc c'est une leçon que tout le monde doit retenir. Maître ça, mais une dernière question pour clôturer cette première partie. Pourquoi ne tire pas ton leçon du passé, de l'histoire? L'Occident qui a fabriqué le serpent Ben Laden, qui a finalement craché du venin sur les États-Unis et les autres. On est en train de créer encore notre serpent Joulani en Syrie, peut-être qu'il va se retourner contre les uns et les autres. Kadhafi, la situation de la Libye, on a vu, et ce que le pays est devenu aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-on pas tiré donc justement leçon de tous ces scénarios pour pouvoir éviter le drame syrien qui est en train de se jouer là actuellement? Ok, vous m'en donnez l'occasion. Souvenez-vous, en Égypte, lorsque le Moubarak est tombé et qu'on a organisé des élections, qu'en est-il sorti? Mohamed Morsi, un islamiste, et parce que le peuple a décidé que c'est celui-là qu'il veut
pour son salut, beaucoup de gens ont trouvé tout à fait acceptable qu'on le mette en prison, qu'on l'empêche de prendre le pouvoir et qu'on installe immédiatement après lui un régime issu d'un coup d'État et qu'on a blanchi après par d'autres élections. Et aujourd'hui, nous avons un président égyptien qui a fait un coup d'État, qui s'est blanchi par les élections et qui est installé au pouvoir alors que le peuple avait avant lui voulu quelqu'un d'autre. Voilà un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, Djoulani ou un autre, peu importe. La vraie question, c'est, en fait, le problème qu'il y a dans tous ces pays, mais les pays africains sont aussi sujets au même tard, c'est que quand il y a un patron dans une capitale, ce patron a immédiatement d'autres patrons. On le disait tout à l'heure en parlant de Bachar el-Assad. Pourquoi Bachar el-Assad aurait comme patron Vladimir Poutine et les autres n'auraient pas comme patron Joe Biden ou Donald Trump? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand vous faites le jeu de forces étrangères et d'intérêts étrangers, forcément, à un moment donné, le peuple finit par se rendre compte de votre traîtrise et il vous le renvoie. Donc vous avez une crise de légitimité. Ces gens-là vont finir par avoir une crise de légitimité. Bon, enfin, être venu au pouvoir en chassant un dictateur ou tout ce que vous voulez, hein, c'est aussi un problème de légitimité. Vous prenez le pouvoir par les armes, c'est un coup d'État, banalement. Quand c'est fait par l'armée régulière, on appelle ça un coup d'État. Et quand c'est la rébellion qui prend le pouvoir, on dit que c'est la victoire du peuple. Non, le peuple n'a rien gagné du tout. On l'a libéré de quelqu'un dont il ne voulait plus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est d'accord que ceux-là prennent le pouvoir non plus. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous êtes en train de vous noyer, vous ne demandez pas à connaître la couleur de la main qui vient vous sortir de la noyade. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on doit prendre en compte à chaque fois. Pour l'instant, le peuple, il est hagard, il ne sait pas trop de quoi demain sera fait, mais il se satisfait au moins avoir été débarrassé de quelqu'un dont il ne voulait pas pour cause de légitimité. Excellence. Tu sais, dès que tu es président dans un pays, au bout d'un an ou de 10 ans ou de 100 ans, tu as des ennemis, tu as des gens qui ne veulent pas de toi. Autour de nous ici, on a vu des gens démocratiquement élus. Aujourd'hui, leurs peuples sont aux abois contre eux. C'est un phénomène, disons, universel. Mais si la population est contre quelqu'un, moi je dis, si en Syrie, c'est des Syriens patriotes qui s'étaient levés et renversé Assad, je n'ai absolument rien à dire. C'est-à-dire qu'ils expriment leurs sentiments. Mais si tu crois que si un patriote syrien avait renversé Assad et avait pris le pouvoir, il va se taire, il reste là-bas. On vient détruire tous les chars syriens, tous les bateaux de guerre, tous les missiles, tout l'armement, alors que c'est acheté avec l'argent des Syriens. Ce n'est pas l'argent de poche de Bachar Assad qui a acheté tout ça. Donc ça veut dire que c'est des antipatriotes, c'est des gens qui sont venus pour l'annihilation de la Syrie. Ils ne veulent pas entendre parler de la Syrie et Israël en profite. Si j'étais à la place d'Israël, j'aurais fait exactement la même chose parce que mes ennemis eux-mêmes viennent se rendre à moi pieds et poings liés. Je dirais, Dieu merci, Israël a un Dieu et son Dieu travaille toujours pour lui. C'est tout. Ce ne sont pas des patriotes syriens qui ont chassé à la chose. D'abord, c'est Djoulani. Personne ne sait, alors nous parlons de quel pays il est. Personne. D'abord, El Djoulani, ça veut dire celui qui vient du Golan, littéralement. Et le Golan, c'est pas en Syrie. Le Golan, une partie est en Syrie, oui, mais une partie est là où tu sais. Oui. Donc, on ne sait même pas d'où le gars est, mais il vient prendre le pouvoir. Et les médias qui manipulent tous ces gens à l'intellect un peu chancelant, et ils applaudissent, on raconte des histoires. Mais ces médias, heureusement, on a compris, personne ne les prend au sérieux. Permet que les gens se réjouissent de la chute de Assad. Oui, ils se réjouissent. Partout, on s'est réjoui quand un chef tombe. Non, Assad, c'était particulier. Non. Ça avait une saveur particulière. Attends, quand Kadhafi est tombé, les gens se sont réjouis. Pas moi.
Pas moi. Mais attends, chez Assad, dans ce cas, on va chercher, on trouvera des exceptions. En tout cas, moi, je ne me réjouis pas. Oui, donc pas moi aussi. Bon, pour Assad, pour Kadhafi, pas toi. Pour Assad, pas moi. Voilà, on s'est retrouvés. Finalement, moi, je ne me retrouve pas dans la logique de la géopolitique internationale. Finalement, tout se résume à ce qu'on gagne à la fin. Ce n'est ni démocratie, ni droit de l'homme, ni gouvernance, ni élection, ni liberté. C'est pas ça la préoccupation, mais je sais pas pourquoi les uns et les autres mettent ces arguments en avant pour qualifier tel régime de fréquentable ou non fréquentable. Je vous renverrai la question dans la deuxième partie de New World Forum avant de relayer les questions de téléspectateurs. Mais là, nous marquons une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite.